Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de films et plus précisément des films que j'ai vus en janvier 2023 parce que j'en ai regardé vraiment beaucoup en janvier. Je suis pas mal allée au cinéma et j'ai beaucoup rattrapé en fait tous les films que j'avais loupés l'année dernière et donc je vais vous donner mon avis sur tous les films que j'ai vus en janvier. J'espère que ça va être intéressant. Puis voilà, je vais tout de suite commencer. Le premier film que j'ai vu c'était le 2 janvier et c'est le film The Fallout de Megan Park qui est sorti l'année dernière. C'est un peu dommage parce que c'est un film qui est jamais sorti au cinéma, il est sorti directement sur les plateformes. Je sais même pas sur quelle plateforme parce qu'il est pas sur Netflix. Moi pour le trouver j'ai dû regarder un streaming, mais j'ai trouvé soit une version VF, soit une version anglais, sous-titré anglais. Du coup j'ai regardé en anglais et c'est pas du tout difficile à comprendre franchement. Je sais pas du tout sur quoi c'est disponible et c'est un peu dommage qu'il soit jamais sorti au cinéma parce que c'est un film que j'ai vraiment adoré. Dans ce film, on suit une adolescente qui doit avoir 16-17 ans et qui s'appelle Vada et qui en fait est témoin d'un attentat dans son lycée. Quand la fusillade a lieu, elle est dans les toilettes avec une autre fille et donc elle se cache dans les toilettes pendant que l'attentat a lieu. Et donc dans le film, on va voir à quel point ce traumatisme va impacter sa vie, va impacter ses relations amicales, va impacter sa relation avec sa famille, avec sa petite sœur. Et également les deux filles donc, qui ont vécu cet attentat en même temps, qui étaient au même endroit pendant l'attentat, vont se rapprocher parce que c'est le genre d'expérience qui fait que tu te rapproches et que tu as besoin de te soutenir vraiment. C'est un film que j'ai adoré, c'est un film bien sûr qui est extrêmement émouvant, il y a beaucoup de tristesse, j'adore les films tristes, mais c'est un film aussi qui est vraiment plein de tendresse. La personnage principale est vraiment très attachante. Vraiment un mélange de tristesse, de traumatisme, mais de tendresse et aussi de se reconstruire par rapport à un événement comme ça. Les relations entre les personnages sont hyper bien développées, c'est tout mignon, vraiment il y a des séquences avec sa sœur qui sont archi mignonnes. La relation entre les deux filles est archi mignonne aussi. Et en fait je trouve que les relations et la façon dont les personnages sont, c'est vraiment fait d'une manière hyper réaliste. J'ai adoré ce film, je vous le conseille vraiment à 100%. Je l'ai vraiment regardé parce que j'ai vu des edits sur TikTok. Et clairement, je regrette pas. Le deuxième film que j'ai vu, c'était donc le 3 janvier. Je vais peut-être pas dire les dates à chaque fois parce que c'est une information extrêmement inutile et c'est un film de Tim Burton extrêmement connu que je n'avais jamais vu. Alors que c'est vraiment genre la base. C'est Édouard de Main d'Argent. Alors pourquoi Luna, tu n'as pas regardé ce film avant ? Je sais pas, je m'étais fait spoiler la fin forcément, mais bon, ça c'est pas très grave, j'avais qu'à le voir avant. Au début du film, on a une femme mère de famille et son job c'est d'aller sonner chez les gens pour essayer de vendre des produits de beauté. Et donc après une journée où vraiment elle s'est fait recaler par énormément de gens quand elles allaient chez eux, elle décide d'aller au château au-dessus du village pour voir s'il n'y a pas quelqu'un à qui elle pourrait vendre ses produits. Elle monte en haut du château et c'est là qu'elle découvre Edward. Edward c'est quelqu'un qui en fait a des mains en argent, des mains en forme de ciseaux quoi. Et donc la meilleure chose qu'elle pense à faire c'est de le ramener chez elle. C'est très sympa mais je pense que j'aurais clairement dû voir ce film en étant plus jeune parce que je l'ai apprécié quand je l'ai vu mais en étant plus jeune j'aurais encore plus apprécié parce que c'est clairement l'histoire qui fait rêver un petit peu conte entre guillemets. Puis on reconnaît la patte de Tim Burton qui est vraiment très sympa, j'aime beaucoup ce cinéaste de manière générale. Ensuite, première fois de l'année que je suis allée au cinéma, c'était pour voir Les Tirailleurs de Mathieu Vadepied. Les Tirailleurs, c'est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et c'est d'un point de vue beaucoup plus original que ce qu'on voit d'habitude. Et c'est ce qui je pense est le plus important dans ce film, c'est vraiment le côté originalité sur le point de vue qui est abordé parce que c'est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale mais les personnages principaux sont des Sénégalais qui sont forcés d'aller combattre aux côtés de la France en fait. Dans ce film on suit un père et son fils. Le fils se fait enrôler dans l'armée française et donc le père choisit de s'enrôler aussi dans l'armée française pour être aux côtés de son fils et essayer d'abord de le faire s'échapper. Franchement j'ai bien aimé ce film, j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup c'est vraiment un point de vue qui n'est jamais abordé ce point de vue là quand on a des films de guerre. Après je trouve que c'est un film assez classique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas très surpris, c'est filmé de manière assez classique, le scénario est assez classique aussi, mais c'est quand même un sujet qui est original de base. C'est pas un film qui m'a énormément marqué, il va pas rester dans mes souvenirs préférés de films que je suis allée voir au cinéma, mais c'est franchement un film que j'ai trouvé bien et super intéressant. Le prochain film c'est un film que j'ai vu avec une copine, j'ai vu le deuxième Spider-Man, le Spider-Man Far From Home de John Watts. C'est le 2, donc je vais pas vous faire un résumé super détaillé. En gros, Spider-Man part au voyage avec sa classe. Et forcément, il y a des petits obstacles sur sa route. Écoutez, j'ai bien aimé parce que je ne regarde vraiment jamais de Marvel. Genre, je n'ai aucune culture Marvel, c'est désastreux. Les films avec des super-héros, c'est pas forcément ce que je préfère, mais Spider-Man, j'ai aimé. Je trouvais ça divertissant, très sympathique. J'avoue que quand je pense au film que j'ai vu ce mois-ci, c'est pas celui auquel je pense en premier.
Mais c'était cool, j'ai bien aimé, ça change de d'habitude. Ensuite j'ai vu un film qui est sorti en 2020, c'est le film Drunk de Thomas Winterberg. C'est l'histoire d'un groupe d'amis de 4 hommes si je me souviens bien, j'avoue que mes souvenirs sont pas ultra précis sur ce film. Ils s'ennuient tous un petit peu, surtout le personnage principal, je ne sais plus son nom, je suis désolée. Ils s'ennuient dans leur vie et ils décident de tester une théorie. Cette théorie c'est que l'humain a un déficit d'alcool dans le sang et qu'il faut donc tous les jours boire une petite dose d'alcool afin d'être vraiment au top de sa santé on va dire et de sa forme. Écoutez, c'était sympa, c'était assez drôle, c'était pas mal original comme thème et comme film en lui-même. Le scénario est plutôt bien mené, c'était assez drôle, j'ai bien aimé. Ensuite le même jour, le soir, j'ai regardé le film Benedetta de Paul Verhoeven, je sais pas comment ça se prononce, je pense pas que ça se prononce comme ça. Et c'est un film qui date de 2021, qui a été nommé au Festival de Cannes, je crois. Benedetta, c'est un film que j'ai trouvé pas mal spécial, mais je crois qu'au final, j'ai bien aimé. L'actrice principale, c'est Virginie Fira, on la voit clairement passer partout en ce moment, mais franchement, elle le mérite, donc tant mieux. Benedetta est au début du film une petite fille qui va entrer dans un couvent, et on la retrouve au bout de 10-15 minutes, on la retrouve beaucoup plus âgée. Benedetta commence à avoir des visions avec Jésus-Christ. Elle va également être capable de miracles. Et forcément donc il y a des choses qui se passent par rapport à ça dans ce couvent. Ce film est en fait tiré d'une histoire vraie, je m'attendais pas trop à ça quand je l'ai commencé parce que j'avais pas lu le résumé ou alors je l'ai lu très en diagonale comme d'habitude. Il y a des thèmes secondaires qui sont plutôt cool et intéressants. Par exemple les relations homosexuelles au sein d'un couvent. C'est pas le thème central mais ça participe quand même grandement. Bien sûr il y a un aspect complètement thriller parce qu'elle a des visions, parce qu'elle vit des trucs qu'elle ne comprend pas et que nous on ne comprend pas forcément non plus. C'est un film où du début à la fin on se demande ce qui va lui arriver, on se demande si c'est elle qui a des hallucinations, si ce sont des vraies visions. C'est un film qui est quand même très spécial, j'étais un peu mitigée à un moment je vous avoue. Finalement j'ai trouvé ça vraiment bien et j'aime bien aussi quand c'est pas mal original et que ce sont des films qui changent un peu d'habitude et qui nous bousculent en tant que spectateur. Ok, je n'ai plus de batterie et je n'ai pas amené mon chargeur vu que je suis un peu conne donc on finira cette vidéo quand je serai chez moi, à mon appartement. En vrai ça me saoule, j'étais contente d'être là. C'est très dommage. Le prochain film dont je vais parler c'est le film Vivre d'Olivier Hermanus qui est sorti cette année, donc en 2023. C'est tout simplement l'histoire d'un homme qui doit avoir à peu près 60 ans je dirais et qui apprend qu'il va mourir parce qu'il est atteint d'un cancer. Et donc on va suivre cet homme à qui il reste que quelques semaines de vie, on va voir ses relations avec sa famille et ses relations avec ses collègues, on va voir ce qu'il fait pendant ces dernières semaines. Ce qui m'a le plus marqué dans ce film c'est vraiment les images, l'image est incroyable, c'est très beau, les lumières, les couleurs, tout est super beau, les plans sont super jolis, les décors sont hyper beaux. J'ai beaucoup aimé l'histoire globale du film aussi, j'avais l'impression qu'il manquait un petit quelque chose dans l'intrigue, je sais pas quoi, mais en même temps c'était très représentatif de ce qu'est la vie dans la réalité, comment ça se passe dans la réalité. C'est-à-dire que les événements qui se passent, les réactions de cet homme sont totalement réalistes et il n'y a rien qui est fait en trop. C'est pour ça que peut-être j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose mais en même temps c'est tout à fait réaliste. Et c'est un film que j'ai bien aimé, il m'a pas énormément marqué à part les images. Vraiment les images et les décors sont trop beaux et l'histoire était assez touchante sans en faire trop non plus donc c'était très bien. Et donc juste après être allée voir Vivre au cinéma, je suis dans la même soirée allée voir L'Innocent de Lou Garrel qui est repassé parce que c'était la semaine UGC et ça c'était vraiment une occasion de ouf. L'Innocent c'était un film que j'avais trop envie de voir et je ne l'avais pas regardé. Franchement heureusement que les UGC le repassaient parce que ce film, immense coup de cœur, c'était incroyable, j'ai adoré. L'Innocent, ça parle d'un gars qui a sa mère qui travaille dans les prisons, elle donne des cours de théâtre en prison et sa mère va se marier en fait avec un des prisonniers qui va très vite sortir de prison. Donc sa mère est finalement mariée avec un ancien prisonnier et le fils n'est pas totalement d'accord avec ça, il faut savoir que c'est pas la première fois que sa mère ramène quelqu'un qui sort de prison également parce que ça a l'air d'être un schéma assez récurrent. Le fils, donc Abel, n'est pas forcément très accueillant avec cet homme qui sort de prison et qui est donc le nouveau mari de sa mère et se méfie un petit peu de lui. Et donc l'histoire ça va être les tensions entre eux, les liens qu'il crée, etc. Et voilà, ce film est absolument incroyable. Je pense pas l'avoir très bien vendu avec ce résumé mais je vais essayer de vous le vendre avec mon avis, c'est très dur pour moi, d'accord. Ce film, c'est vraiment un mélange de tous les genres possibles. C'est un mélange de film policier, c'est un mélange de comédie, de romance un petit peu, une histoire aussi de drame familial, etc. C'est un mélange de plein de genres mais qui est tellement réussi, c'est super drôle, j'ai passé un extrêmement bon moment. Mais c'est pas que de la comédie, c'est plein de genres différents. Le casting est super bien, les acteurs sont parfaits dans leur rôle et jouent trop bien.
Encore une raison de plus pour regarder ce film, vraiment. Ensuite j'ai regardé en DVD Les Amants du Pont Neuf de Léos Carax qui est sorti en 1991. Ce film c'est l'histoire d'Alex qui vit sur le Pont Neuf et qui un jour va y trouver Michel qui est endormi donc sur le pont. Et en fait Michel c'est une femme qui devient aveugle petit à petit et donc tous les deux vont se rapprocher, bien sûr une relation va naître de cette rencontre. C'est un film que j'ai bien aimé mais je vous avoue qu'il m'a pas énormément marqué. Pourquoi ? Pas à cause du film en fait, c'est juste que je l'ai regardé l'après-midi sur mon ordinateur. J'ai vraiment du mal à regarder des films sur mon ordinateur, c'est tout petit et je suis pas dans un espace qui fait que je suis plongée que dans le film. J'ai mes pensées qui divaguent, j'ai envie de faire autre chose en même temps. Et donc ça a vraiment influencé mon point de vue sur le film. J'ai quand même bien aimé, les personnages sont assez complexes et vraiment intéressants. Leur relation et la façon dont elle se construit est aussi super bien. C'est super dommage parce qu'il y a vraiment des séquences qui étaient très chouettes et que j'ai beaucoup aimé. Mais dans l'entièreté du film, j'étais pas énormément dedans et je pense que j'ai loupé pas mal de trucs. Et je trouve ça dommage. Voilà pour mon avis sur Les Amants du Pont Neuf. C'était un film bien mais j'aurais dû le voir dans d'autres conditions. Pas l'après-midi. Dans le rush parce que je devais rendre le DVD. Ensuite je suis retournée au cinéma pour voir un film coréen qui est le film Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Kore-eda qui est sorti en 2022 ou en 2023, je ne sais pas, en 2022. Ce film c'est l'histoire de deux hommes qui en fait s'occupent de récupérer des bébés que les mères abandonnent, souvent c'est des mères trop jeunes ou des mères qui n'ont pas envie d'avoir des enfants, bref, les mères abandonnent leurs bébés et eux les récupèrent pour les revendre de façon clandestine. Sauf qu'un jour ils récupèrent un bébé que la mère veut récupérer directement. Finalement ils se lancent tous les trois dans une grande aventure pour essayer de trouver des gens à qui vendre ce petit, des gens à qui on peut faire confiance et des gens qui rapporteront plutôt pas mal d'argent. Les Bonnes Étoiles, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est super chouette. Il y a un côté très familial et social bien sûr avec le thème du film. C'est super touchant, c'est aussi assez drôle. C'est pas du tout qu'un film dramatique sur l'abandon d'un enfant, même si c'est vraiment le sujet principal et ça questionne pas mal de choses par rapport à ça. Il y a aussi un côté positif, très sympa, parfois un peu innocent, les relations entre les personnages sont très sympas et les liens qui se créent entre tous les personnages sont quand même plutôt touchants. C'était vraiment touchant et petit bonus, je regarde pas énormément de cinéma asiatique ou de cinéma coréen. Un petit peu plus en ce moment, j'ai remarqué que j'en regardais plus sans forcément faire exprès, donc ça c'est vraiment bien. Et ça dépayse un peu parce que c'est pas forcément des cinéastes que je connais énormément, c'est pas forcément des paysages que je connais énormément, et c'est pas toujours la culture que je connais le plus, donc c'est super bien de changer un petit peu. Et donc voilà, je suis très contente d'en voir de plus en plus, surtout que là le film était vraiment bien, hyper bien réalisé, et le sujet et l'histoire sont vraiment très chouettes. Ensuite je suis allée voir Simone, le voyage du siècle de Olivier Dahan, un film qui est sorti en 2022 et que je suis allée voir dans le cadre de la semaine UGC encore une fois. Simone le voyage du siècle c'est tout simplement un biopic sur Simone Veil, sur sa vie dans les camps de concentration, la loi Veil, sur beaucoup de choses qu'elle a fait dans sa vie. J'ai trouvé ça super intéressant parce que ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Je trouvais le film super complet mais j'ai une pote qui adore Simone Veil et qui a lu genre beaucoup de livres la concernant qui m'a dit que en fait il manquait vraiment beaucoup de choses dans le film. J'ai aussi entendu que la représentation de la Shoah était pas très bien représentée. Faudrait que je me renseigne un peu plus par rapport à ça, mais c'est vrai que ça peut être des points pas mal négatifs. Par contre, même si on m'a dit que c'était pas très complet sur sa vie, j'ai quand même appris pas mal de choses. Le film est vraiment construit d'une façon chouette, la trame est pas du tout linéaire, il y a vraiment plein de passages de sa vie qui sont tous mélangés. Et c'était vraiment bien, mis à part que du coup des fois j'ai l'impression qu'il y a des sujets sur lesquels on s'attarde peut-être pas assez. Ou alors vu que c'est réparti un peu partout dans le film, on n'a pas forcément le temps de beaucoup se concentrer dessus. Mais au final c'est une construction que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que ça change de d'habitude, ça amène un peu de rythme, c'est vraiment bien. Simone de mon point de vue c'était vraiment bien, après tout le monde en avait tellement parlé que je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. C'était quand même bien, j'ai trouvé ça complet. Moi en tant que public qui n'est pas spécialiste de Simone Veil, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite je suis allée au cinéma avec des copines pour voir L'Immensità de Emanuele Crialese. Je ne sais pas rouler les R, j'ai fait euro-italien mais je n'y arriverai jamais. C'est un film italien qui est sorti en 2023 avec Penélope Cruz. Donc oui, il parle un peu espagnol parfois dans le film, mais c'est un film italien. L'Immensità, c'est une histoire un peu familiale. C'est surtout l'histoire d'une femme et de ses 3 enfants et de son mari qui lui fait subir énormément de choses. C'est un film qui questionne et qui parle des relations à l'intérieur d'une même famille, qui parle aussi beaucoup de l'identité de genre. Il y a des gens qui sont mitigés par rapport à ce film, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des séquences musicales qui sont vraiment chouettes, il y a une séquence au début avec des mouvements de caméra super chouettes avec de la musique, il y a pas mal de séquences musicales dans le film en général. C'est un film que j'ai trouvé bien dans les thèmes abordés, l'histoire est vraiment chouette. Le film doit faire 1h20 ou 1h30, un truc comme ça, j'ai trouvé que ça passait très vite. C'était peut-être trop court justement. En tout cas, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans le film, que le film aborde pas forcément les sujets en profondeur.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets très intéressants qui sont traités dans ce film, mais que le film glisse dessus. Je sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que c'est pas très abordé en profondeur. Mais en même temps, c'est vraiment le reflet de la vraie vie, c'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est un peu comme ça que ça se passe, tout n'est pas abordé en profondeur, il n'y a pas toujours une très grosse intrigue basée sur chaque petit thème. Je suis restée un peu sur ma faim, mais j'ai adoré. Juste l'ambiance générale du film, les images, la musique, c'était très chouette. Ensuite, j'ai rattrapé beaucoup de films avec le festival Télérama. Télérama, c'est un magazine et en fait, ils repassaient leurs films préférés de l'année 2022. Donc dans le cadre de ce festival, je suis allée voir Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. C'est donc l'histoire de plusieurs jeunes qui auditionnent pour la même école de théâtre et c'est de là que part l'histoire. Et donc après on voit les relations qui se créent, les relations amoureuses, les relations amicales. Ça se passe à la fin des années 80 donc il y a aussi un peu sur le plan secondaire tout ce qui est lié au sida, etc. Et donc dans ces relations amoureuses ou amicales, tout n'est pas lisse, tout n'est pas parfait. Il y a de la violence, il y a des non-dits, il y a des malentendus. C'est un film qui est un peu une ode à la jeunesse. C'est vraiment des jeunes qui vivent pleinement leur jeunesse. Et j'ai bien aimé parce que forcément c'est assez facile de s'identifier. C'est aussi dans le monde du théâtre et ça c'était vraiment cool. C'est un monde qui est vachement intéressant et c'est cool de découvrir un peu comment c'est quand tu es vraiment immiscé à l'intérieur dans les écoles de théâtre, etc. Et comment peuvent être les gens qui travaillent dans ce milieu. Ensuite, le film que je suis allée voir dans la même journée, c'était Les Passagers de la Nuit de Michael Herz, qui est sorti aussi en 2022. C'est encore un film du festival Télérama, j'avoue, j'ai fait un petit marathon ce week-end-là. Les Passagers de la Nuit, c'est d'abord l'histoire d'une femme et de ses deux enfants, une femme qui est jouée par Charlotte Gainsbourg et le rôle lui va super bien, elle est toute douce, elle est incroyable dans ce rôle, ça lui va très bien. Elle s'est séparée de son ex-mari il y a quelques temps et donc elle essaie de passer à autre chose. Et donc elle doit trouver du travail. Elle trouve du travail à la radio. À la radio, elle rencontre une jeune fille qui s'appelle Talula, qui est interprétée par Noé Habitat. C'est l'actrice de Slalom, un film dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je crois. Cette actrice joue vraiment incroyablement bien. Elle est parfaite pour ce rôle. Et Talula c'est une jeune fille qui est à la rue, qui vagabonde un petit peu. Et donc cette femme va décider de l'accueillir pour quelque temps. Et donc voilà le synopsis global. L'intrigue a lieu dans les années 80, en 1980, mais c'est très facile de s'identifier encore aux personnages et aux histoires qu'ils vivent parce que c'est des choses vachement universelles. Par exemple la femme qui vit le deuil de sa relation avec son mari, les enfants qui partent, qui grandissent. C'est un film qui est très doux mais en même temps il y a un peu de la dureté de certaines situations, la vie de Talula, etc. L'ambiance est super agréable et j'ai passé un très bon moment. Aussi les musiques sont très chouettes, que ce soit la bande originale ou que ce soit les musiques qui ont été ajoutées mais qui existaient déjà. Les Passagers de la Nuit, bonne recommandation, très sympa. Ensuite je suis allée voir Licorice Pizza qui est un film de Paul Thomas Anderson. Licorice Pizza ça se passe dans les années 70 et c'est l'histoire d'un garçon qui est ado, il a 15-16 ans et qui est aussi acteur et qui commence à vivre un peu la célébrité, le début vraiment de la célébrité. Et c'est aussi l'histoire d'une fille qui est surveillante dans son lycée. J'avoue que ce film, j'étais un peu mitigée, j'ai quand même bien aimé. Déjà l'image, j'étais archi mitigée. Il y a vraiment des fois où l'image était magnifique et où j'adorais. Il y a vraiment des fois où ça me gênait parce que c'était fait exprès pour être dans le mood des années 70, je le sais. Il y a des fois où c'est vachement surexposé, où les couleurs sont très contrastées, je sais pas comment expliquer. Après je pense que la plupart des gens aiment ça, mais il y a des fois moi je trouvais pas ça joli, je trouvais pas que le rendu était super esthétique. Par contre il y a des plans qui sont vraiment beaux, donc sur l'image j'étais vraiment mitigée, ça dépendait des fois. Après pour ce qui est des décors et des costumes, l'ambiance années 70 est super chouette. Pour ce qui est de l'histoire, il y a des fois où autant j'aimais bien les personnages, des fois autant je les aimais beaucoup moins. Alors des fois c'est très chouette les personnages comme ça, mais là j'ai eu un peu du mal à accrocher. Au final il y a plusieurs séquences que j'ai vraiment aimées, mais dans la globalité j'ai pas toujours réussi à aimer et je sais même pas expliquer pourquoi. Même si des fois l'image était trop belle, même s'il y a des séquences que j'ai beaucoup aimées et que j'ai trouvé super cool, bah le film dans sa globalité j'ai pas tant aimé que ça. Ensuite j'ai vu le film In the Mood for Love de Wong Kar-wai qui est sorti en 2000, je l'ai vu au cinéma. J'ai trouvé ça super bien, je vais vous faire un petit résumé rapide. In the Mood for Love ça se passe à Hong Kong et c'est l'histoire de deux voisins. Ok bonjour, la qualité fait extrêmement peur mais je vais être assez rapide. J'avais fait un résumé de ce film qui spoilait beaucoup trop je trouve, sauf que quand je coupais, ben forcément on comprenait plus du tout. Donc je vais essayer de résumer ce film beaucoup mieux. In the Mood for Love, c'est donc l'histoire d'un homme et d'une femme qui emménagent chacun dans un appartement voisin à l'autre. Ils deviennent donc voisins. Ils sont tous les deux mariés, mais en fait, leurs partenaires sont tous les deux très absents et ne leur apportent pas forcément autant de présence qu'ils le voudraient. Et donc tous les deux, vu qu'ils emménagent au même moment et qu'ils deviennent voisins vraiment au même moment, vont par la force des choses se rapprocher
d'abord amicalement et plus si affinité. J'espère que ce résumé était assez satisfaisant et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'on m'entend bien parce que je sais que le son est vraiment immonde sur cet ordi. In the Mood for Love, c'est un film qui est construit d'une manière trop cool, un peu compliqué à comprendre peut-être. Moi on m'a réexpliqué quelques petits trucs à la fin du film mais j'avoue que j'ai quand même pas mal compris. Dans ce film j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait avec la musique et l'image. Le montage avec des petits ralentis, plus la musique, plus les mouvements de caméra, plus les images, c'est tellement agréable. L'histoire entre les deux est super chouette, c'est vraiment pas quelque chose qui est forcé. J'ai l'impression que ça pourrait être forcé parce qu'ils ont tous les deux le même schéma, lui avec sa femme, elle avec son mari, mais pas du tout. Je trouve que ça dégage un aspect hyper naturel. L'histoire est très chouette, un peu triste, un peu frustrante, mais très chouette. Et aussi pour tout ce qui est des costumes, c'est super joli. J'ai vraiment kiffé, c'était super bien. Voilà, on va passer tout de suite à la suite. Ensuite je suis allée voir le dernier film d'Emmanuel Mouret, donc Chronique d'une liaison passagère, qui est sorti également en 2022. Chronique d'une liaison passagère, c'est clairement une chronique, c'est-à-dire que le film c'est des séquences qui se déroulent à une semaine d'intervalle tout le temps. Là écoutez, le titre parle de lui-même, on a vraiment une chronique d'une liaison passagère, c'est-à-dire qu'on suit deux amants. Lui est marié mais on ne voit pas du tout sa vie avec sa famille et elle est célibataire mais cette situation lui convient totalement. Et en fait on assiste à l'histoire de ces deux amants et à comment elle, cette femme célibataire, voit les choses dans la vie par rapport à l'amour et comment lui voit les choses aussi. C'est pas forcément quelque chose avec lequel on est d'accord parce que effectivement le mec a une femme. C'est Emmanuel Mouret, c'est très dans la réflexion, dans les sentiments, dans... Oui, la réflexion sur les relations humaines un petit peu. J'ai bien aimé la façon dont le film est fait, c'est-à-dire qu'on voit vraiment pas du tout la vie de famille de cet homme. On est vraiment concentré sur cette relation entre les deux personnages, puis après ça s'ouvre à d'autres possibilités. C'est vraiment un film qui explore les relations humaines, les relations amoureuses, les relations entre amants en fait, et j'ai beaucoup aimé ça. Les personnages sont très différents mais en même temps ils se complètent énormément et la relation entre les deux est hyper riche et intéressante. Petit bémol, vu que c'est un film très sur les relations humaines où c'est beaucoup de discussions etc, j'ai trouvé ça un petit peu long à certains moments. On passe à la suite, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais je pense que ça va être quand même pas mal long. Le prochain film dont je vais parler c'est un film néerlandais, c'est Little Bird. C'est un film de, je vous afficherai le nom du réalisateur à l'écran parce que je vais clairement l'écorcher. Little Bird c'est un film sur l'enfance et sur un petit garçon dont la mère est absente, on va en apprendre plus dans la suite du film, et qui a une relation avec son père qui est assez compliquée. Son père n'est pas très compréhensif, son père n'est pas vraiment là pour lui et ce petit garçon va rencontrer un petit oiseau. Il va tout de suite lier une relation super profonde avec lui, l'oiseau va l'accompagner partout, ils vont rester ensemble très souvent, ça va combler un peu le vide relationnel qu'il a dans sa vie. C'est un film très émouvant, il parle d'un sujet qui fait pas forcément envie, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment l'histoire d'un petit garçon avec son oiseau, mais c'est pas du tout que ça. C'est vraiment sa vie avec son père, sa vie de manière générale. Ils se sont très seuls, ça parle beaucoup de solitude. C'est un film qui est assez triste et émouvant, mais c'est un film qui est aussi très mignon, qui est vraiment sur l'enfance et l'innocence à cet âge-là. J'ai trouvé la colorimétrie hyper jolie, les couleurs sont super belles. Ce film change de d'habitude, c'est pas le genre d'histoire qu'on voit le plus souvent, mais c'était très touchant et j'ai beaucoup aimé. C'était une assez bonne surprise. La lumière, ça donne envie de pleurer. Je sais pas comment améliorer ça, j'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais. Sachez que je tourne cette vidéo depuis qu'il est 17 h et il est... Oula, il est 18 h 45. Ensuite je suis allée voir un film assez spécial mais que j'ai vraiment bien kiffé, c'est Tar de Todd Field, je sais pas. Tar c'est l'histoire d'une chef d'orchestre qui est très connue, qui est interprétée par Cate Blanchett et donc elle est au sommet de sa carrière est... Je sais pas comment dire mais sa carrière est... Enfin elle est super puissante à ce moment là, genre... C'est pas le mot puissance Luna, je sais plus m'exprimer mais bref, la meuf a une bonne carrière, elle est au top du top, on va dire ça. Sauf qu'il commence à se passer des trucs un peu bizarres. Je pense que ce film c'est un peu un thriller psychologique et donc il se passe des choses de plus en plus étranges tout au long du film. Ce que j'ai bien aimé dans ce film c'est que le personnage de Lydia Tarr, donc la chef d'orchestre, est super complexe. C'est pas forcément un personnage qu'on va aimer, un personnage auquel on va s'attacher. Les 15 premières minutes du film, j'ai failli m'endormir, dites-vous, je me suis dit non Luna tu vas pas t'endormir au bout de 15 minutes, je ne m'endors jamais au cinéma normalement. Il y a un truc qui s'est passé, même pas un truc d'action de fou, juste un truc qui m'a fait rentrer dans le film et après j'étais mais à fond dedans. C'est vraiment le cercle vicieux de la société et de sa vie de chef d'orchestre et de tout ce qu'elle a à gérer et des trucs super bizarres, surnaturels qui se passent et j'ai trouvé ça super bien, j'ai bien kiffé, c'est très spécial. Ça va pas non plus faire partie de mes films préférés ni de mes films coup de cœur mais j'ai bien kiffé et ça change vachement de d'habitude. Le prochain film dont je vais parler, je pense que si vous vous intéressez un peu au cinéma, vous en avez
déjà beaucoup entendu parler, c'est le film Babylone de Damien Chazelle que j'ai adoré. Ça par contre j'ai vraiment kiffé. Franchement je comprends pourquoi tout le monde en parle. C'est un film qui prend place dans le monde du cinéma. Ça commence peut-être en 1926, le cinéma parlant ça arrive en 1927, donc au début du film le cinéma parlant n'existe pas encore. Et ce film c'est vraiment une grosse critique du monde d'Hollywood, mais en même temps c'est une ode au cinéma. En gros on suit plusieurs personnages qui font tous partie du monde du cinéma. On suit Nelly qui aimerait devenir actrice et qui va devenir actrice par la force des choses. On suit aussi Manny, un jeune homme qui se retrouve intégré dans ce milieu-là, et on a le personnage de Jack Conrad. Et lui c'est un acteur qui est déjà très réputé par contre dans ce milieu-là au début du film. Je comprends pourquoi il y a pas mal de gens qui ont aussi pas aimé. Je crois qu'il y a vraiment les gens qui adorent ce film, les gens qui n'ont pas aimé ce film. C'est un film qui dès le début est un peu agressif. Ce film est à l'image d'Hollywood. C'est un film qui parle du monde du cinéma d'Hollywood à cette époque et c'est pas du tout pris avec des pincettes, c'est-à-dire qu'on prend Hollywood et qu'on vous le met devant les yeux et qu'on vous dit voilà ça ressemblait à ça et c'est dégueulasse. C'est vraiment impressionnant comme film et sur grand écran c'est incroyable. La séquence de fin est vraiment magistrale, elle est incroyable. Tout le monde en parlait et j'ai compris pourquoi quand j'ai vu le film, ça m'a mis les larmes aux yeux. Voilà, j'avais envie de pleurer, je n'ai pas pleuré, je me suis retenue. La bande originale aussi est vraiment cool, je l'écoute tout le temps. Il y a une ou deux erreurs par contre sur le plan historique sur certains trucs, mais ça n'enlève rien au fait que j'ai bien kiffé Babylone. Il me reste deux films à vous présenter et d'abord je vais vous parler de L'Envol de Pietro Marcello. Je sais pas du tout prononcer son nom, je suis désolée. C'est un film qui est passé très peu de temps en salle, il a vraiment dû passer 2 semaines. L'Envol c'est l'histoire d'un homme qui rentre de la guerre et sa femme est morte pendant qu'il était parti à la guerre. Et donc il retrouve sa fille qui est un bébé et qu'il n'a jamais rencontré. Et donc on va suivre sa fille à travers les années, on va la voir grandir. C'est une petite fille qui est pleine d'imagination, qui adore le chant, qui adore la musique et qui forcément va se retrouver harcelée par ses camarades de classe parce que l'humain est bête et méchant. C'est un film qui est d'abord très doux et poétique, l'image est jolie, parfois ça a tremblé énormément. C'était parfois chaotique j'avoue, mais ça va super bien au film au final. Il y avait aussi des images qui ressemblaient à des images, je sais pas comment dire, mais un peu d'archives entre guillemets. C'est-à-dire que on aurait dit, vous voyez les vidéos que vos parents ou vos grands-parents font de vous quand vous êtes petit. C'était un peu ce style là et ça c'est trop mignon, c'est super poétique, j'aime beaucoup. Après je trouve qu'il y a certains thèmes qui sont abordés de façon un peu légère, je sais pas comment expliquer mais peut-être que ça aurait pu être un peu plus creusé. Plus le film avançait et plus je l'aimais, c'est-à-dire qu'au début j'accrochais pas forcément mais c'était vraiment le début et après je trouvais ça de mieux en mieux. C'est vraiment un film qui est super beau, super doux, super poétique, qui est très joli et en même temps qui traite de sujets pas forcément faciles. Le dernier film que j'ai vu au mois de janvier, c'est le film La vie est belle de Frank Capra de 1946. C'est mais super bien. Il est super beau, super bien construit, super bien fait. Je vais vous faire un petit résumé rapide. C'est un ange qui est envoyé pour sauver George Bailey, qui est un homme désespéré le soir où l'ange est envoyé pour le sauver. Et donc pour comprendre comment tout ça est arrivé, pourquoi George Bailey est si désespéré, on va revenir sur sa vie, son enfance assez rapidement, son histoire d'amour et la société de son père qu'il a reprise et qu'il a racheté. Je pense que c'est un film classique qui peut plaire à quand même beaucoup de monde. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai adoré comment c'était construit, j'ai trouvé ça super chouette de faire une construction comme ça avec l'ange et tout ça, c'est un peu original, ça change de d'habitude. On aime quand c'est original. Franchement le film est super beau, j'ai vraiment adoré, je vais arrêter de parler, il me reste 50 secondes pour conclure cette vidéo et après je n'ai plus de mémoire, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir réussi à vous donner envie d'aller voir certains films s'il y en a que vous n'avez pas vu, même s'il y en a 0 que vous avez vu. Et bah écoutez, j'espère vous avoir donné envie d'en voir peut-être au moins un, ça peut être cool. J'avais envie d'exprimer mon avis, je suis plutôt contente d'avoir vu autant de films en janvier. Je suis investie, c'est bien, bravo Luna. J'ai pas la prétention d'avoir totalement raison, je donne mon simple avis et ça me fait très plaisir. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie.